Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Rigaud. Je suis médecin. Je suis gériatre à Paris et professeur ici à l'université Paris-Descartes. Et je vais vous parler effectivement d'un projet sur la robotique sociale pour les personnes âgées. Et vous expliquer déjà en quelques mots pourquoi on s'est intéressé à ce domaine. Nous sommes en charge dans le cadre il y a eu de personnes âgées qui souffrent de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Et dans le cadre des plans Alzheimer successifs, en France, ont été mis en place des consultations mémoire. Il y en a plus de 400 en France. Et puis au niveau régional, des centres mémoire dits de ressources et de recherche qui donnent une expertise pour des situations cliniques particulièrement difficiles et qui ont pour mission aussi de travailler sur les aspects d'enseignement et de recherche dans le domaine. Donc c'est la raison pour laquelle il y a on va dire une quinzaine d'années, dans ce cadre-là, on s'est intéressé aux technologies pour les personnes âgées afin de les voyant arriver. On s'est dit, soit on dit que ça ne sert à rien, que c'est très mauvais et qu'il ne faut absolument pas s'en occuper, soit on se demande comment, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aux personnes âgées, quel est l'intérêt possible, quel est l'intérêt, quelles sont les limites, s'il y a un intérêt, à ce moment-là, comment les intégrer dans la prise en charge, dans les soins, dans l'accompagnement des personnes, comment s'intéresser aux aspects médico-économiques, comment s'intéresser aux aspects éthiques et aux aspects légaux, dont la responsabilité. Donc c'est tous ces questionnements que nous nous sommes donnés c'est au cours de ces 15 dernières années, et en s'intéressant aux technologies, donc comme accompagnement pour les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs, nous nous sommes intéressés aux robots. Alors un point important, l'idée bien sûr, c'est que ni les technologies, ni les robots, dont les robots, ne couvrent du tout l'ensemble de l'accompagnement de ces personnes qui souffrent de troubles cognitifs. Notre idée, c'est juste que l'ensemble de ces méthodes puissent être un appoint possible parmi l'accompagnement des personnes. Donc c'est juste une petite partie dans le tout, bien sûr, et non pas le tout. L'idée, ça c'est le point important. Alors dans ce cadre-là, nous avons testé différents types de robots. En particulier, nous avons testé le robot Paro, qui est un robot phoque, et nous avons testé également un autre robot, qui est un petit robot humanoïde, qui est le robot Nao. Et effectivement, au cours de ces 10 dernières années, nous sommes intéressés à ces robots et nous avons observé qu'effectivement, il y avait des effets bénéfiques pour ces personnes en termes à la fois sur le plan cognitif, sur le plan comportemental, sur le plan moteur. Et un exemple, par exemple, c'est que le robot Paro peut être utilisé dans des soins douloureux. C'est-à-dire que lorsque les maladies sont très évoluées, les gens peuvent avoir des plaies, les gens peuvent avoir des rétractions tendineuses, et les soins de toilette ou les soins plus importants de prélèvement sanguin, etc., peuvent être douloureux pour les personnes et d'autre part difficiles pour les soignants, source de prenant beaucoup de temps et puis source de tension psychologique dans la mesure où il se rend compte que les patients souffrent et donc c'est pénible pour tout le monde. Et donc on s'est aperçu, on utilise par exemple ce robot Paro dans ces soins douloureux. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on diminue l'impression de douleur et on peut diminuer la quantité d'antalgiques. Et pour les soignants, c'est également plus facile, avec l'impression que les soins sont plus faciles. Alors bien sûr, on ne diminue pas la sensation douloureuse,
mais du fait de l'engagement de la personne dans l'activité robotique, dans la médiation robotique, on provoque un détournement de l'attention de la personne, et donc à ce moment-là, le soin est perçu comme moins douloureux et plus facile, à la fois pour le patient et pour le soignant. Et puis, il est utilisé dans différents contextes. Il est utilisé effectivement dans les EHPAD, et puis il est utilisé par exemple à l'Institut Curie. On a une collègue qui, le soir, l'équipe donne le robot Paro aux personnes qui ont pu avoir de la chirurgie ou de la chimiothérapie et qui sont douloureuses, anxieuses. Et c'est vrai que ce serait peut-être mieux que le soignant reste toute la nuit auprès du patient. Mais il se trouve que, comme vous savez, la réalité fait qu'il y a en général un soignant pour 20 patients, et que chaque soignant ne peut pas rester auprès des patients. Et donc que effectivement le robot peut être utilisé là aussi pour diminuer la sensation douloureuse et diminuer l'anxiété. Alors tout ça a fait que ayant développé une expérience dans ce domaine, nous avons été sollicités, nous étions de plus en plus sollicités en fait par les collègues pour savoir comment on utilisait ce robot, dans quelles indications, quels patients, est-ce qu'il fallait utiliser en groupe ou seul, combien de temps, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, comment organiser les équipes, comment introduire pour les équipes, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce projet, nous avons proposé ce projet qui s'appelle le projet ROSI, pour essayer de donner quelques guides, quelques indications, quelques recommandations, des premières recommandations pour utiliser ces robots de façon appropriée aux besoins des personnes. Donc c'est ce dont je vais vous parler dans cette petite communication, dans la suite de cette petite communication. Alors ce projet a été fait avec le Gérondif, qui est le Gérontopôle d'Île-de-France. Qu'est-ce que c'est ? C'est une structure. Il y a différentes structures maintenant qui sont en France, qui sont des structures qui visent à réunir tous les partenaires intéressés par le soin, l'accompagnement et plus généralement la gérontologie. Et donc, il y en a un dans chaque région, et d'autres en Île-de-France, notre laboratoire, et puis également des laboratoires qui, eux, sont plus intéressés sur les aspects médico-économiques, parce que comme on le disait tout à l'heure, ces robots coûtent cher, et donc il faut effectivement voir si le bénéfice apporté, finalement, est contrebalancé par le coût induit par ces robots. Et puis, ça a été également l'occasion qu'un artiste, d'ailleurs photographe, intervienne dans ce projet. Alors, j'irai très vite, il y a puisque je pense que ça a déjà été dit, il y a deux types de robots, des robots sociaux qui sont soit animaux, soit humanoïdes, et puis donc ils sont dont la destination est plus l'interaction avec les personnes, et puis d'autres qui sont plus des robots de service et d'assistance qui, eux, vont plus apporter des services comme éventuellement porter les malades, ou bien c'est là qu'on va mettre par exemple les exosquelettes qu'on voyait tout à l'heure, ou différents services comme par exemple de la télémédecine ou de la visioconférence avec les proches par exemple. Alors ces robots sociaux, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui va être intéressant pour les personnes ? Qu'est-ce qui plaît aux personnes ? C'est vraiment la présence physique, l'aspect corporeité du robot, que ce soit animal ou humanoïde. Et je rejoignais ce que disait notre collègue tout à l'heure. Le fait que le robot soit beau est un aspect vraiment essentiel, et les gens veulent vraiment des robots esthétiques. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. La capacité d'interaction sociale, ça c'est important. Ça permet l'engagement, c'est-à-dire l'implication dans l'activité, par la parole, par l'expression, par la gestuelle. Et il faut dire que les personnes, qu'elles soient âgées ou qu'elles soient jeunes, on va dire 8 ou 9 interagissent volontiers avec ce type de robot. Mais assez vite, à l'heure actuelle, les gens disent
c'est très sympathique, c'est très amusant, mais ça manque d'interaction sociale, puisque les compétences, les capacités des robots restent pour l'instant encore très limitées. Et puis il y a une dimension émotionnelle, entre guillemets, dont on parlait tout à l'heure. C'est là justement cette capacité à produire de l'émotion chez la personne qui utilise le robot. Et donc cet aspect-là peut être considéré comme négatif, mais peut être considéré comme positif dans certaines situations. Par exemple, quand ça peut diminuer de façon considérable la douleur et atténuer la souffrance des malades, par exemple lors de soins douloureux. Alors, donc, comme je disais, il y a de plus en plus d'interventions psychosociales. Il y a de plus en plus il y a une multiplication des interventions à médiation robotique. Il y a un nombre croissant de robots sur le marché. Et il y a globalement des résultats positifs, avec de plus en plus d'études. Mais en fait, ces essais restent exploratoires et cloisonnés. Et comme je disais tout à l'heure, il y a en fait encore un manque de protocole clair. C'est-à-dire que quand une équipe dans un coin de France, un EHPAD se dit on va utiliser un robot, et ben, on ne sait pas comment l'utiliser, pour quelle personne, etc., comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est ça qui a motivé l'idée, donc d'une part avec de mieux connaître, de répertorier, de guider ces interventions à médiation robotique en gériatrie. Et donc en fait, dans ce petit projet, on a fait 3 points. Un premier point, de voir dans la littérature internationale comment ces robots étaient utilisés. Donc on ne s'est pas intéressé à faire des méta-analyses de l'efficacité, on s'est intéressé plus aux aspects pragmatiques. Qu'en disaient les utilisateurs de ces robots. Ensuite, actuellement on en est dans cette phase, on interroge par questionnaire et puis en se déplaçant les équipes françaises qui utilisent ces robots pour qu'ils nous disent comment ils les ont utilisés, comment ils les utilisent, quelle fréquence, est-ce qu'ils trouvent que c'est bien ou est-ce qu'ils trouvent que c'est nul, et puis ensuite avec l'idée de rédiger des petits guides pour aider les équipes qui veulent les utiliser, parce qu'elles sont de plus en plus, elles sont nombreuses, là encore non pas de façon exclusive, loin de là, mais comme un atout complémentaire, un outil supplémentaire parmi la panoplie pour ces patients, on le rappelle, dont on ne peut pas guérir la maladie actuellement en 2019. Alors donc on a fait un état de l'art international, donc de façon selon la bonne technique, en interrogeant les bases de données. Il fallait avoir expérimenté un robot social chez des personnes âgées et dans un établissement, que ce soit une maison de retraite ou un hôpital. Ce n'étaient pas les centres de recherche. Le diagramme de flux de la stratégie de recherche habituelle. Finalement, on a 78 études qu'on a étudiées en regard de plusieurs dimensions. Au niveau européen, il y a eu une très jolie grille que vous connaissez sans doute, une grille de lecture qui permet d'utiliser les technologies et qui permet de voir plusieurs dimensions, les problèmes de tout ce qui est utilisation de la technologie, la description de la technologie, les aspects de sécurité, l'efficacité clinique, les coûts, les aspects éthiques, les aspects organisationnels, les aspects sociaux, comment ça s'intègre dans l'environnement, et puis les aspects légaux dont on parlait tout à l'heure, avec en particulier la responsabilité. Donc c'est une grille très utile. Donc comme on le voit, ça c'est les résultats généraux, on voit qu'il y a eu vraiment un boom sur les études dans le domaine, avec en 2000 très peu d'études qui parlaient de la robotique sociale, et on le voit en 2015, 2016, 2017, 2018, vraiment une augmentation très importante de l'intérêt des chercheurs et des cliniciens dans ce domaine des robots. Alors, il y a une grande variété d'études et de méthodes d'études, avec des revues qualitatives, où on décrit ce qui se passe, des méthodes plus quantitatives et puis des méthodes mixtes. Alors, si on voit une distribution géographique des publications, on voit que en Amérique du Nord, vous voyez, un tiers, en Europe un tiers, et puis en Asie et Océanie, en particulier en Nouvelle-Zélande et en Australie, nos collègues sont très actifs et on fait 41% des études.
Alors, par ailleurs, l'utilisation des robots de façon, comme on pourrait l'imaginer, hein, suit les tendances démographiques du vieillissement de la population, hein, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, quand on regarde un petit peu, ces chercheurs, quel était l'objectif principal? C'était clinique, hein, avec l'idée d'améliorer l'humeur, le sommeil, la motivation des personnes. Parce qu'effectivement, hein, dans ces maladies, comme la maladie d'Alzheimer, un point absolument majeur, c'est l'apathie, la perte de motivation. C'est quelque chose qui est douloureux pour le patient, mais qui est encore plus douloureux par la famille. C'est-à-dire que le patient perd son initiative et l'idée, c'est là aussi, par le biais de la médiation robotique, hein, de permettre une action sur la motivation, un engagement de la personne. Il y avait également sur l'acceptabilité, hein, c'est-à-dire les réactions face au robot, l'engagement, c'est-à-dire l'implication dans l'activité. Et puis multidimensionnel, c'est-à-dire plusieurs domaines, cliniques, acceptabilité, organisationnel, et puis interaction sociale. Le premier lieu d'expérimentation, c'était les maisons de retraite, et puis de façon moindre, les résidences seniors et l'hôpital. Alors, comment ça a été évalué? Alors, prudence, hein, parce qu'effectivement, vous voyez, ça a été, comme les méthodes d'évaluation étaient très différentes, en fait, on peut séparer en effets très négatifs, neutres, positifs et très positifs. Et vous voyez, on peut dire tout à fait qu'il peut y avoir un biais, puisque la plupart des résultats sont positifs ou très positifs, mais ça veut dire que malheureusement, sans doute, vous savez, quand il y a des études négatives ou très négatives, les revues sont très réticentes pour publier les résultats, et donc il y a un biais lié au fait que les études négatives ne sont pas ou insuffisamment rapportées, comme vous le savez, dans la littérature. Donc possiblement un biais lié à ça. Alors l'impact positif, qu'est-ce qu'il est, dans quel domaine? Sur les interactions sociales, hein, c'est-à-dire que les robots permettant une interaction sociale, non seulement avec le robot, ça ne serait pas très intéressant, mais avec d'autres personnes, notamment lorsque le robot est utilisé en groupe. Une action sur le sentiment de solitude, une action sur l'agitation et l'anxiété, très utilisée dans ce type d'indication. Sur la diminution de la médication, j'en ai parlé en parlant par exemple des antalgiques, mais également des médicaments que l'on utilise dans l'agitation ou l'anxiété. Et puis l'adhésion à une thérapie. Par exemple, nous, on l'a utilisé en thérapie de psychomotricité, qui est une thérapie avec à la fois de la stimulation cognitive et de la stimulation motrice. Et ce qui était assez étonnant, c'est que, donc c'était le robot Paro, la psychomotricienne venait toute seule, sans robot. Sur une dizaine de personnes, 6 acceptaient de participer. Quand elle revenait avec le robot, elle avait plus de participation. À ce moment-là, tout le monde acceptait de participer. Donc c'est ça que l'on veut dire quand on parle d'adhésion à une thérapie autre. Les robots utilisés, c'est surtout le robot Paro, et puis également d'autres comme Ebo ou Nao, mais surtout Paro. Et on voit que par contre, donc les aspects cliniques et les aspects d'acceptabilité ont été très abordés. En revanche, d'autres aspects sont beaucoup moins abordés. Par exemple, sur la dimension organisationnelle, c'est-à-dire comment, en pratique, on va introduire le robot près d'une équipe, comment on va former, qui sera la personne, qui seront les professionnels qui permettront d'introduire le robot auprès des patients. Il y a l'aspect également augmentation de la charge de travail dans un premier temps, formation en particulier. Il y a également une dimension médico-économique, mais qui est encore très peu abordée. Et puis, il y a les aspects éthiques, bien sûr, qui sont mis en avant, avec en particulier les risques d'infantilisation des utilisateurs, les craintes de déshumanisation des soins, et puis, bien sûr,
les aspects d'accessibilité limitée de certains robots qui sont chers à l'ensemble de la population. Alors ensuite, donc ça c'était la petite revue de la littérature, montrant donc que de manière générale on montre des aspects cliniques intéressants, mais il y a des aspects qui sont encore loin d'être abordés, comme je l'ai dit, avec les aspects notamment organisationnels et médico-économiques. Et puis là, actuellement, on est donc en train de faire le retour d'expérience au niveau national, avec d'une part un questionnaire en ligne, d'autre part, on commence des entretiens sur le terrain. Donc, quels sont les premiers résultats? Donc, sur une analyse préliminaire des réponses au questionnaire, donc 20 établissements pour l'instant avaient répondu à l'enquête. 75% des expérimentations étaient en EHPAD, donc comme la littérature, hein. Avec des expérimentations plutôt récentes en France depuis 2015, et le seul robot qui était utilisé finalement c'était le robot Paro. Alors ces établissements déclarent utiliser le robot en pratique courante dans les soins, l'animation et la vie quotidienne, et la question qu'on se posait, c'est est-ce que finalement les institutions achètent le robot et puis le laissent au bout d'un moment dans le placard? Mais non, ils disent continuer à utiliser le robot depuis l'acquisition. Mais en revanche, ils n'ont pas de protocole en fait. Ils n'ont pas de protocole pour l'utilisation, pour guider l'usage de ce robot. Et c'est plutôt en fonction de finalement, le revendeur en France a un petit guide, mais très 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 réduit. Et donc c'est à partir de ce petit guide et de l'inspiration finalement du professionnel qui utilise ce robot. Donc là aussi, oui, j'ai presque fini. L'objectif principal de l'utilisation, c'était d'améliorer l'organisation du travail et également à faible, ça c'était pas du tout le plus important. Ce qui était plus important, c'est d'améliorer l'environnement et l'état clinique des personnes âgées. Là aussi, on voit quelque chose qui est assez proche de la littérature, qui est avec les réponses étaient positives ou très positives. Mais là aussi, on peut avoir un biais, puisque ceux qui auraient répondu sont ceux qui sont contents. Donc, dans notre tour, là, en visitant les institutions, nous allons voir ceux qui sont opposés ou qui n'ont pas répondu. On va leur demander. Et donc, quel type d'impact ces institutions voyaient? Vous voyez une diminution des troubles du comportement, diminution de l'anxiété et d'éviter le recours aux psychotropes. Il y a également, vous voyez, 47%, donc la moitié avait des réticences. Du côté des patients, les patients environ 9 patients sur 10 acceptent avec plaisir, mais 1 sur 10 refuse. Et à ce moment-là, souvent les gens disent que c'est un jouet pour enfants et avec l'idée que ça peut être infantilisant. Et puis, certains aussi peuvent être dérangés par le regard de Paro, en particulier des gens qui n'aiment pas les animaux. Et puis, les professionnels sont en fait plus gênés que les patients, et c'est eux qui vont plus dire qu'il y a un risque d'infantilisation, que c'est un faux animal, que éventuellement ça peut être mal vécu par une équipe quand c'est implémenté dans une équipe qui est un peu réticente, qu'il peut y avoir des difficultés d'organisation et qu'il y a des contraintes d'entretien, puisqu'il faut quand même nettoyer ce robot. Et donc, cette étude n'est pas finie. On voit donc qu'il y a certainement un impact positif des robots, mais il y a à préciser, et ça on va le préciser, je pense, lorsqu'on va faire les visites sur site qu'on est en train de débuter. Comment ces robots finalement s'intègrent-ils dans les pratiques de soins? Et ça sera lieu de faire quelques recommandations. Travailler sur les aspects éthiques, et puis il y a aussi les aspects médico-économiques qui sont importants, puisqu'il y a certaines publications qui montrent que effectivement utiliser des robots pourrait réduire les coûts, mais il ne faudrait pas que ça réduise les coûts en soignant, comme on le disait tout à l'heure. Et puis pour finir, l'artiste nous a également fait, qui s'appelle Yves Gély, travaille sur la robotique et fait d'ailleurs des expositions en France et à l'étranger. Voilà, je vous remercie.